qui a écouté attentivement Axel de Tarlet. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être là en ce matin évidemment particulier avec cette séance de l'Assemblée si importante et si attendue tout à l'heure à partir de 16h. Vous avez écouté, j'imagine, le Premier ministre hier soir. Est-ce qu'il a fait vaciller vos convictions ? Est-ce que malgré ce qu'il a dit, vous allez voter cette censure cet après-midi ? Qu'a-t-il dit à la gauche et aux Français qui puissent les rassurer ? Sincèrement, rien. Il n'a eu au fond 2 mots et à nouveau d'attention qu'à l'endroit de l'extrême droite. Moi, je me désole de la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons attendu des gestes du Premier ministre. Je lui ai écrit moi-même avec Olivier Faure et Patrick Caner. Alors lui à dit, 2 reprises. Il vous a cité hier dans son interview. Je l'ai bien entendu. Il dit, il a dit, j'ai eu M. Vallot au téléphone et avant même que j'ouvre la bouche, M. Vallot a dit, non, c'est pas la peine, je raccroche et je parle pas avec vous. Il parle d'un appel du 4 septembre dernier et je n'ai pas eu de nouvelles de lui jusqu'à ce qu'il nous invite à Matignon. Et par ailleurs, s'il m'avait écouté, j'ai dit qu'à chaque fois que nous pouvions ramener des victoires à la maison par le jeu du parlementarisme, nous le ferions. Ce que nous avons fait des propositions très concrètes. Je dis, M. Barnier n'a pas accusé réception des courriers que nous lui avons adressés. Et quand nous étions dans son bureau, il a dit, je connais vos propositions, certaines sont intéressantes, mais je ne peux pas y satisfaire sans prendre le risque de fracturer mon socle commun. Voilà l'aveu qu'il nous a fait. C'est que les négociations étaient d'abord dans son camp, et ensuite avec le Rassemblement national. Ce n'est pas l'idée que moi je me faisais de la méthode Barnier, qui au fond s'est révélée être une impasse. Et je crois que chacun peut le regretter, mais c'est sa censure, c'est sa responsabilité. Et pour que les choses soient claires, vous allez donc voter cette censure ? Oui, je vais voter cette motion de censure. Alors il dit, après, s'il vote cette motion de censure, le Premier ministre, les députés, il va falloir qu'ils retournent en circonscription et qu'ils assument de dire aux Français qui rentrent dans l'impôt, par exemple, oui, on assume, on a voté, et c'est la conséquence que ça aura. Assumer de dire aux agriculteurs, il n'y aura pas aussi les mesures qui étaient prévues pour vous. Mais peut-être qu'on peut commencer par démentir le Premier ministre. D'abord, vous savez que... C'est pas vrai ce qu'il dit sur les impôts ? Non, les impôts 2025 sont collectés en 2026. Il y aura une loi spéciale d'ici la fin de l'année, s'il ne devait pas y avoir de budget, qui pourra corriger cela. S'il y a une loi de finances au début de l'année prochaine, elle sera rétroactive. Donc la réalité, c'est qu'il n'y aura pas 8 millions de Français qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu. Mais ce sera financé comment ? Ça va creuser le déficit, forcément. Mais s'il y a une loi avant la fin de l'année, cela ne change rien. Ensuite, les déficits, nous avons proposé des recettes nouvelles. Parce que ce que dit pas M. Barnier, et c'est que nous n'aurions pas pu assumer, c'est que son budget va créer va ralentir et même freiner la croissance, probablement créer une crise économique majeure. Mais est-ce que ça n'est pas pire s'il n'y a pas de budget ? Mais il y aura un budget. D'abord, il y a tous les outils constitutionnels pour qu'il y ait un budget à la fin de l'année. Et ensuite, ce que nous avons demandé continuellement, c'est de mettre de la justice et de l'efficacité économique dans ce budget. Est-ce que M. Barnier a dit hier que son projet, c'était de retirer 239 € par l'année prochaine aux retraités qui ont 1 530 € de pension moyenne, ce qui est à peu près la moyenne. Si, il a parlé des retraites, il a assumé ça. Oui, mais en a-t-il assumé les conséquences économiques ? A-t-il dit qu'il manque 3 milliards d'euros à l'hôpital, c'est-à-dire que l'on prend le risque d'un rationnement de l'offre de soins ? A-t-il dit, par exemple, que les apprentis allaient payer 49 € de CSG par mois, là où vous savez ce que sont leurs rémunérations ? A-t-il dit que ne prenait pas en charge les déficits considérables des EHPAD ? A-t-il dit, par exemple, qu'il supprime des milliards d'euros aux collectivités locales qui sont les premiers investisseurs publics dans ce pays ? Il a dit qu'il fallait absolument couper dans les dépenses parce que la situation financière de la France était dans un état déplorable. Nous avons fait des propositions. Quel était l'esprit de nos propositions ? Épargner celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, les classes populaires, les classes moyennes, et mettre plus et mieux à contribution les hauts revenus, les multinationales. Il y avait une mesure là-dessus sur les hauts revenus et sur les multinationales. Elles étaient très temporaires. Il a fallu que nous les défendions contre son socle commun. Mais il fallait aller au-delà. Aujourd'hui, le projet du gouvernement est récessif. Il va créer une crise économique. La responsabilité des uns et des autres. Mais vous avez entendu les chefs d'entreprise qui disent la situation vers laquelle on va, ça sera encore pire que ce que vous nous dites. C'est ça qu'ils disent tous. Tout était entre les mains du Premier ministre, entre les mains du Parlement. Nous avons eu... Je ne crois pas. La preuve, c'est que sur le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, entre ce que nous avons défendu dans le budget, le premier courrier que j'ai adressé au Premier ministre, il y avait une demande de l'ordre de 17 à 18 milliards d'euros. Le deuxième courrier que nous lui avons adressé, c'était 8 milliards d'euros. Nous n'avons pas même eu un accusé réception. Emmanuel Macron pu faire beaucoup mieux. Dit il y a une perte de repères au Parti socialiste, une perte de repères complète. Voilà, je le cite, c'était hier à Riyad. Normalement, c'est un parti de gouvernement, mais le PS a perdu ses repères. Vous répondez quoi ? Je réponds que celui qui a perdu ses repères, c'est Emmanuel Macron, élu 2 fois avec nos voix contre l'extrême droite et qui désormais pactise avec elle. Il avait présenté le gouvernement de Michel Barnier comme stable parce qu'il avait un accord avec le Rassemblement national. Ça n'est pas été le cas. Il s'est mis dans les mains jusqu'à finalement
en payer le prix. Celui qui perd ses repères, c'est celui qui, au moment de la dissolution, dont on n'a pas compris le sens, disait « j'ai balancé une grenaille dégoupillée, maintenant qu'il court ». Voilà où nous en sommes. La responsabilité, c'est celle d'Emmanuel Macron au premier chef. Il a perdu et ce qui reste de son camp n'a eu dans l'hémicycle qu'une tâche, défendre son bilan. Vous parlez d'accord entre Emmanuel Macron et le RN, mais aujourd'hui c'est vous qui avez un accord avec le RN, un accord tacite, évidemment. Le RN va voter avec vous cet après-midi. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème quand même ? Eh bien, je vais vous dire très exactement les choses. D'abord, ceux qui nous en font reproche étaient prêts à censurer Lucie Castet et un gouvernement de gauche cet été avec le Rassemblement national. Par ailleurs, si le Rassemblement national, si le Rassemblement national vote cette motion de censure, il donne la possibilité d'un gouvernement de gauche qui jamais ne négociera avec l'extrême droite, C'est quoi la logique à accepter les votes du RN pour votre motion et à ne pas voter la motion de censure du RN ? On a du mal à comprendre. Eh bien précisément parce que nous ne confondons pas les choses. Nous avons toujours dit que nous ne voterions pas les motions de censure, que nous ne voterions pas les propositions de Oui, mais vous prenez les voix quand elles se présentent. Parce que nous avons fait un front républicain. Nous n'avons pas oublié les conditions de notre élection. Ceux qui l'ont oublié, c'est ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement et ceux qui sont dans le bloc central. Je dis qu'il va leur falloir choisir entre un gouvernement de gauche, désormais aussi imparfait qu'il soit, mais qui est prêt à des compromis sur son projet, et l'extrême droite qui, au fond, manie la carotte et le bâton. Qui pourrait diriger ce gouvernement de gauche dont vous nous parlez ? Et ce serait, parce que vous appelez à une coalition, vous appelez ça de la non-censure. Ça va d'où à où exactement ? Je n'ai pas parlé de coalition. Vous avez parlé d'accord, un accord de non-censure. À partir du moment où nous déposons une motion de censure de gauche, c'est que nous revendiquons l'exercice du pouvoir. Nous savons aussi, comme nous l'avons dit dès le 12 juillet en écrivant à nos homologues, que nous n'avons pas de majorité claire et qu'il nous faudra faire des compromis projet par projet. C'est ça que j'appelle un accord de non-censure. Et je le redis, au bloc central, de ne pas oublier les conditions de son élection et de dire s'il préfère soutenir un gouvernement de gauche qui propose, non pas un changement d'alliance, mais un changement de méthode. Est-ce que vous parlez, par exemple, à Gabriel Attal, votre homologue du groupe EPR ? Vous savez, Gabriel Attal, depuis plusieurs semaines, est rentré dans une forme de résistance et de défense acharnée, aveugle, du bilan, rien que le bilan, tout le bilan d'Emmanuel Macron. Donc vous ne lui parlez pas pour l'instant ? Pour l'instant, il ne me parle pas. C'est difficile de faire un accord avec des gens qui ne se parlent pas. Mais pour l'instant, vous savez, c'est au président de la République qu'il appartiendra de nommer un Premier ministre. Je dis, il doit être de gauche. Je dis qu'il doit être de gauche. Quel profil ? Et nous devons changer de... Quelle personnalité ? Quel profil ? On manque pas de talent. Je veux dire, on manque pas de talent à gauche. Bernard Cazeneuve, par exemple, on ne manque pas de talent à gauche. Marcher cette fois pour Bernard Cazeneuve. Vous voulez me ramener ? Je vous dis. Non, on essaie de savoir exactement comment ça va se passer. Un changement de méthode. Et je voudrais par ailleurs rassurer toutes celles et tous ceux qui s'en inquiètent. Il y a tous les mécanismes pour que nous ayons un budget à Noël. Budget à Noël, gouvernement, on verra. C'est vrai qu'il y a des noms qui circulent. On a compris que vous ne nous donneriez pas spécialement de noms ce matin. Vous nous avez dit que vous ne parliez pas à Gabriel Attal. Est-ce que vous parlez ou est-ce que vous parleriez à Laurent Wauquiez ? Mais nous avons, écoutez, tous ceux qui, à un moment donné, sont disposés à dire le Rassemblement national, ça n'est plus possible. La gauche qui propose une nouvelle méthode, nous souhaitons entendre ce qu'elle a. Ça veut dire sans LFI. Mais pas du tout. Parce qu'eux, ils ne veulent pas du tout de cet accord de non-censure. Mais le 12 août dernier, nous signions ensemble, tout le nouveau Front populaire, un courrier à tout l'arc républicain, dont M. Attal, dont M. Wauquiez, en disant voilà un certain nombre de priorités qui sont celles des Français, les services publics, l'hôpital, l'école, le pouvoir d'achat, les fins de mois, c'est pas le 30, c'est le 20. Discutons-en et trouvons des compromis. Projet par projet, texte par texte. Merci beaucoup. Il y aura encore plein d'épisodes, évidemment, dans cette crise. Ça commence cet après-midi à 16h. Merci. Merci. Merci à tous les deux.